Le chef de l'État a reçu en audience le directoire du Conseil d'orientation et de suivi de leur transition. Le COST est invité à s'activer sur les dossiers de réforme en matière de sécurisation du territoire et de la refondation donc de l'État. Le point de la rencontre dans un instant. Indice de développement humain, le Burkina Faso occupe désormais la 184e place sur les 191 pays dans le monde. Une régression est notée donc et sur ces dernières années. Et parmi les principales causes qui ont joué négativement, le Covid-19 et la guerre en Ukraine. C'est selon donc le dernier rapport du PNUD. Et puis en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC porte plainte contre le président de la transition Mamadi Doumbouya, est accusé de complicité, d'homicide et de torture de manifestants. La justice française a été saisie. Je vous retrouve donc pour l'actualité de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. En bref, dans ce journal, le ministre de la Défense et des anciens combattants, Barthélémy Semporé, a été limogé. Un décret présidentiel publié hier l'annonçait. Le département de la Défense est désormais à la charge du président du Faso. Par ailleurs, des nominations toujours au ministère en charge de la Défense. Le colonel-major Silas Keita a été nommé ministre délégué. Le colonel-major Kéré Wandaogo, nouveau directeur du cabinet militaire donc de la présidence. Et enfin, le colonel-major Madi Sawadgo, inspecteur général des forces armées nationales. Les 3 officiers supérieurs sont également nommés généraux de brigade par décret présidentiel. À la présidence, hier lundi, le chef de l'État recevait, je vous le disais en titre, le directoire du Conseil d'orientation et de suivi de la transition COST. Le secrétaire permanent à la tête d'une délégation a reçu les grandes orientations du chef de l'État sur les missions assignées aux membres du Conseil. Dans ce cadre, le président du Faso a demandé que le COST donc s'active en ce qui concerne certaines réformes, notamment celles liées à la sécurisation du territoire, la refondation de l'État, les actions humanitaires et la cohésion sociale. Je vous propose d'écouter le secrétaire permanent du COST. Le directoire a été reçu par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, comme cela est prévu donc dans les textes, afin donc de briefer les membres du directoire sur les grandes orientations qu'il donne par rapport à la mission qui a été confiée à l'ensemble donc des membres conseillers. Et sur ces orientations, c'est de demander effectivement donc aux membres donc du Conseil d'orientation et de suivi de la transition d'aller assez rapidement sur un certain nombre de réformes qui sont attendues, que ce soit en matière effectivement de sécurisation du territoire, que ce soit en matière donc de refondation de l'État, que ce soit en matière d'action humanitaire, que ce soit en matière de réconciliation et de cohésion sociale. Le président du Faso a instruit les membres de travailler en synergie avec les autres acteurs pour amener sur la table du directoire des propositions opérationnelles et stratégiques qui garantiraient effectivement d'avoir un Burkina Faso apaisé, refondé et ayant effectivement une marche radieuse vers le futur. Le président du Faso, dans sa tournée régionale, était au Niger en fin de semaine dernière. Il a rencontré la communauté burkinabé vivant dans ce pays dimanche dernier. Une démarche en faveur de la lutte contre le terrorisme. Les citoyens burkinabés du Niger ont été invités à s'impliquer face aux défis sécuritaires dont le président a fait un point. Commentaire avec Serge Kabouré. En séjour en terre nigérienne, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré ce dimanche la communauté burkinabé vivant au Niger. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a égrené les grands axes de la transition en cours au Burkina Faso. Il poursuit en rassurant ses interlocuteurs que la transition vise uniquement à rechercher la paix et la sécurité pour le pays des hommes intègres. Nous avons engagé des actions militaires sur le terrain. Mais il y a une nouvelle dynamique aussi qu'on a engagée et qui produit des résultats. Parce que si vous regardez le problème que nous traversons là, ce n'est pas des étrangers qui créent le problème au Burkina, c'est plus des Burkinabés entre eux-mêmes qui créent le problème.
Il faut savoir qu'à partir du Niger ici, la communauté burkinabé est invitée à contribuer. Ce n'est pas le moment de vous asseoir parce que vous êtes à Niamey. C'est le moment de parler. C'est le moment de vous engager. C'est le moment d'œuvrer. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire pour que la paix revienne. On souhaite que votre intégration dans la société nigérienne là soit la plus parfaite possible. Soit la plus parfaite possible. Ce qui est interdit par le pays qui vous accueille, il faut faire en sorte de ne pas enfreindre ça. Les ressortissants burkinabés au Niger trouvent salutaire cette démarche du président du Faso, Paul-Henri Damiba. C'était une occasion pour eux d'être au diapason de la situation sécuritaire de leur pays d'origine. On a eu l'occasion que le président s'est présenté à nous. Nous avons apprécié parce qu'il nous a fait un point sur la vie du pays, que nous avons vraiment apprécié sur le plan sécuritaire, le plan social et aussi économique. Étant donné que je suis burkinabé et je suis de la région de l'Est, et la question de l'insécurité est vraiment... ça existe vraiment, c'est une réalité dans notre région. Donc, après qu'on l'a rencontré, tous les préjugés que j'avais sur lui, et vraiment... il a dissipé le doute. Son effort vers le déplacement, ça nous montre vraiment que nous sommes aussi de ceux-là qui ne sont pas abandonnés, quoi. Donc vraiment, nous sommes très très contents pour cela. Et nous remercions notre président de Burkina Faso. Du reste, le chef de l'État n'a pas manqué d'évoquer l'option du dialogue entrepris entre les Burkinabés. Il invite par ailleurs l'ensemble des Burkinabés vivant au Niger à mettre la main à la pâte en apportant leur contribution à la recherche de la paix au Burkina Faso. Dans le monde, 90% des pays ont enregistré une diminution de leur IDH, indice de développement humain, en 2020 et 2021, et 40% ont vu leur score chuter au cours de ces 2 dernières années. C'est ce qui ressort donc du dernier rapport sur l'IDH produit par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le rapport a été présenté à la presse lundi dernier. Le développement humain est même retombé en effet à ses niveaux de 2016 selon le rapport. L'IDH, qui évalue la santé, l'éducation et les niveaux de vie d'une nation, classe le Burkina 184e sur les 191 pays. Les détails avec Maxime Jelbombara. L'indice de développement humain, IDH, qui évalue la santé, l'éducation et le niveau de vie d'une nation, a diminué pendant ces 2 années consécutives, selon le dernier rapport 2021-2022 sur le développement humain du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. L'IDH est même retombé à ses niveaux de 2016, annulant ainsi une grande partie des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Une première depuis 32 ans, révèle ce rapport. À en croire la représentante résidente du PNUD au Burkina Faso, l'on a perdu 5 années de développement et le Burkina Faso n'est pas exempt de cette situation malgré quelques avancées relevées. Il reste des efforts à faire, notamment dans l'égalité des sexes. Et l'IDH des femmes est inférieur à celui des hommes. Il faut regarder tout ce qui est multidimensionnel. Donc ça ne se résout pas à une seule chose, comme le ministre l'a dit. Il faut qu'on regarde le secteur d'éducation, la santé et également tout ce qui est accès aux emplois. Donc tout ça, c'est ça qui fait qu'on arrive à un indice de développement qui est ce que c'est. L'indice du développement humain classe le Burkina Faso 184e sur les 191 pays dans le monde. Et pour le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, ce classement est loin d'être reluisant. On ne peut pas se satisfaire de ça. Et donc je pense que ce sont les défis que ça nous ramène qui sont importants à regarder. Donc nous voyons un peu le chemin que nous avons encore à parcourir. Il y a beaucoup d'insuffisances, beaucoup de lacunes qu'il nous faut combler et donc je pense que c'est comme ça que nous analysons. Particulièrement aujourd'hui, nous avons le vrai défi, ça a été dit, le défi sécuritaire et humanitaire. Si nous ne relevons pas ce défi, tout le reste sera dérisoire.
Ce rapport qui porte sur le thème « Temps incertain, vie bouleversée, façonner notre avenir dans un monde en mutation » met en cause le Covid-19 et la guerre en Ukraine qui ont occasionné ce bouleversement. Plus de 90% des pays ont enregistré une baisse de leur IDH en 2020 ou en 2021 et plus de 40% ont vu leur score chuter au cours de ces 2 années. Et pour augmenter l'IDH du Burkina Faso, il faudra, selon la représentante résidente du PNUD au Burkina Faso, actionner les 3 secteurs qui sont l'éducation, la santé et l'économie. Surtout d'aller au-delà de tout ce qui est court terme et en parallèle de regarder les solutions à long terme. Donc l'investissement et encore de plus l'innovation, et non seulement dans le domaine technologique mais aussi dans le domaine d'économie et dans le domaine de la culture, mais surtout également les assurances, dont la protection sociale pour les familles, parce qu'on sait que c'est vrai que c'est des crises humanitaires, des crises sécuritaires et tout ça. Investir dans les énergies renouvelables également, parce qu'on est en train de nuire à notre environnement. Donc il faut donc qu'on puisse penser à des sources, à des solutions d'énergie renouvelable. Selon le rapport, les pays les plus touchés sont l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Dans la suite de ce journal, le mouvement burkinabé uni pour la transformation sociale BUT pose ses marques en dehors de la capitale burkinabé. Une tournée nationale a été engagée à Bobo-Dioulasso afin d'étendre l'action du mouvement. Le 9 septembre dernier, le secrétaire général du mouvement donc a conduit une assemblée générale qui a réuni des jeunes et acteurs de la ville de Sia. Images commentées par Serge Kabouré. La refondation de l'État et de la démocratie, voici l'objectif visé par la tournée nationale du mouvement burkinabé uni pour la transformation sociale BUT, débutée le vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Face aux populations de la capitale économique du Burkina Faso, la délégation du BUT, conduite par son secrétaire général Abdoulaye Bari, entend être une force de proposition pour une gouvernance vertueuse et une unité d'action face à l'idée terroriste. Je suis inquiet. Si vous pensez que je vais vous faire un coup d'État, c'est grave. Ça veut dire que vous n'êtes pas assis parce que moi je n'ai pas d'armes. Et je ne souhaite pas apprendre l'usage des armes. Dieu merci, j'ai été à l'école. La seule arme que je possède, la seule arme que j'utilise pour défendre mon pays et l'Afrique, ce sont les idées. Parce que nous estimons que ce pays nous appartient et nous avons l'impérieux devoir d'assister donc et de contribuer à la renaissance de ce pays. C'est un message de mobilisation sociale face au terrorisme et la refondation de l'État et de la démocratie qui est véhiculé ici à Bobo-Dioulasso. Selon Bourema Ouedraogo, la lutte contre le terrorisme au Burkina est une lutte commune et la seule solution est de mobiliser la population pour sauver le Burkina et imposer la bonne gouvernance. Ceux qui estiment que le Burkina Faso a pris un tournant dangereux doivent se mettre ensemble, se mobiliser pour faire en sorte effectivement que nous arrivons à trouver une solution durable à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et la première des solutions, c'est, comme nous le disons et nous insistons, c'est la nécessité de recadrer la transition. Recadrer la transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en plat les organes et les organes de la transition actuelle. Remettre en plat tout le travail qui est en train de se faire et nous reconcentrer sur le seul objectif de comment libérer le Burkina Faso du terrorisme. Ensuite, ensemble, on définira les trajectoires vers lesquelles nous devons effectivement nous baser pour aller à un état de droit, pour répartir à l'ordre constitutionnel normal. À l'issue de cette rencontre, les populations de Bobo-Dioulasso se sont engagées à participer activement à toute initiative visant à faire du Burkina Faso un pays intègre de justice sociale, de paix et de vivre ensemble. Insalubrité à Ouagadougou, nos reporters vous conduisent à Gounguin dans l'arrondissement 1 où le couloir entre le lycée mixte de Gounguin et le lycée Gounguin Sud est devenu un dépotoir, un espace donc dangereux pour la santé. Et il y a encore pire, il est aujourd'hui le lieu par excellence des agressions. Image donc constat ce lundi avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Des déchets mélangés, des mèches pour coiffure, des habits, des casques de poste de télévision et même des défections entassées. Des mouches et des moustiques qui font la fête autour des pourritures. Voilà à quoi ressemble le couloir situé entre le lycée mixte de Gounguin et celui de l'école Gounguin Sud dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou.
Tout un tas d'immondices. On trouve toutes sortes de déchets dans cet espace devenu un dépotoir par excellence pour les riverains. Pour le directeur de l'école Gunguin Sud A, déchets d'animaux morts et l'incinération de certains objets sont souvent constatés. Toutes choses qui perturbent les activités scolaires. C'est un vrai dépotoir avec des déchets, souvent des animaux morts qu'on jette. Et parfois aussi, il y a des individus qui viennent brûler des fils. Alors, ça perturbe les cours. Alors, souvent la fumée, on est en fumée dans nos salles de classe. On sort, on intervient. Souvent, il y a des réactions violentes et ça gêne vraiment les activités scolaires. À côté de ces deux établissements, l'association CAES Burkina, une organisation qui évolue dans les énergies renouvelables, équipements solaires et agricoles. Ce service dit être gêné par les ordures qui dégagent des odeurs nauséabondes et qui produisent des moustiques. Il aurait interpellé la mairie qui avait entrepris des démarches en déposant des bacs à ordures il y a 4 ans. Mais depuis 2 ans, c'est le silence total. Nous sommes vraiment chaque fois énervés de voir ce tas devant notre porte. Plusieurs fois, plus d'une fois en tout cas, nous avons interpellé les autorités communales par rapport un peu à ce tas-là. Je crois que des efforts ont été faits. Plusieurs fois, ils ont envoyé des véhicules débarrassés, mais il faut dire que ça revient à chaque fois. Et cette fois, je crois qu'à côté des autorités communales, il faut que nous interpellions surtout les riverains, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Ce sont ces riverains-là qui viennent déposer justement cet tas d'immondices-là ici. Ce couloir est aussi dénommé le couloir de la mort en raison des agressions à main armée constatées. Il serait même dans la liste des zones criminogènes, selon le directeur de l'école Gunguin Sud A. Alors nous veillons. Mais je trouve que les individus viennent jeter dans la nuit. Dans la nuit, ce couloir est également dénommé le couloir de la mort. Le couloir de la mort, ça veut dire que c'est fréquenté par des bandits. Non, la mairie a été interpellée. Je crois que la zone même a été listée dans la liste des zones criminogènes. La mairie de l'arrondissement 1 est interpellée à jeter un regard sur cet espace afin de lui donner une image de cadre approprié où il fera bon vivre. La population riveraine doit elle aussi mettre en pratique sa responsabilité citoyenne en évitant de polluer ce milieu où les services éducatifs, restaurants et habitations s'y trouvent. La Haute Cour de justice du Burkina, désormais composée de députés désignés de magistrats de grade exceptionnel. Des questions se posent donc sur la configuration de la juridiction et pour le docteur Martial Zongo, président de la Société burkinabé de droit constitutionnel, reçu au dernier journal du dimanche soir. Cette composition pose un problème de fond. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage. Le vendredi 9 septembre dernier, l'Assemblée législative de transition ALT procédait à l'élection de juges parlementaires titulaires et leurs suppléants pour siéger à la Haute Cour de justice. Cette juridiction, composée de magistrats de grade exceptionnel et de parlementaires, pose aujourd'hui un problème de légitimité selon le docteur Martial Zongo, président de la Société burkinabé de droit constitutionnel. La Constitution, elle, parle des députés élus. Là, vous avez des personnes qui ont le titre de député, mais qui ne sont pas véritablement élus démocratiquement. Alors après, on connaît des procédés par lesquels ces personnes ont été désignées à la réalité, des procédés plus ou moins démocratiques. Et donc, c'est clair qu'il y a un problème en termes de légitimité démocratique, mais je me dis que ce problème-là, il faut le restituer dans le contexte aussi dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans un contexte de crise, dans une situation où on ne pouvait pas appliquer le droit dans toute sa rigueur, et donc il fallait trouver des solutions de crise, et donc c'est un peu l'accord qui a été trouvé, donc il faut faire avec. Il faut donc faire avec au regard du contexte actuel du pays. À en croire Dr Martial Zongo, la composition actuelle de la Haute Cour de justice ne pose pas de problème de forme, mais peut-être de fond. Il a également été question lors de cette entrevue du JDS du financement de cette Haute Cour de justice. Selon le président de la Société burkinabé de droit constitutionnel, elle n'est pas financièrement autonome.
Elle a un budget qui est annexé au budget de l'Assemblée nationale. Et donc ça révélé d'ailleurs. Voilà, et ça c'est quelque chose d'assez problématique. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de donner une certaine autonomie financière à la Haute Cour de justice pour lui permettre de bien fonctionner? C'est aussi le même problème qui se pose avec la SELC. On crée des institutions qui sont toutes belles en apparence et tout, mais qui en réalité dans le fond, à qui on ne veut pas véritablement donner des moyens de fonctionner, de résoudre les problèmes. La loi organique modifiée en 2017 pour prendre en compte certaines préoccupations dans le fonctionnement de la Haute Cour de justice était aussi au cœur des échanges. Selon le docteur Martial Zongo, il existe encore des insuffisances dans le choix des magistrats de grade exceptionnel, mais aussi au niveau du parquet. Selon ce dernier, le procureur général près de la Cour de cassation est le même qui siège à la chambre de première instance et à la chambre d'appel. Un reportage signé Fatima Tani Kiemaï. À présent, nous allons à Boulsan, un village de la commune rurale de Tangendasouri. L'ONG Assistance Internationale Mères et Enfants y a célébré la première édition de la Journée internationale de la veuve et de l'orphelin. C'était samedi dernier donc. Il s'agissait d'une commémoration en différé qui s'est matérialisée par des dons de vivres et de kits scolaires. Cette célébration portait le sens de la compassion envers la veuve et l'orphelin comme un devoir pour tous. Image avec Assami Tiamtoré. C'est au total 6,5 tonnes de riz, de 120 kits scolaires pour élèves qui ont été distribués à 520 veuves et 167 orphelins dans 15 villages. L'ONG Assistance Internationale Mères et Enfants, à travers ce don, vise à contribuer à l'épanouissement et au bien-être des personnes vulnérables, en l'occurrence les veuves et les orphelins. Il faut dire que Assistance Internationale Mères et Enfants a pour but donc de contribuer à l'épanouissement et au bien-être des femmes et des enfants en difficulté dans le monde. Mais pour un début, nous travaillons actuellement avec les veuves et les orphelins qui sont les plus vulnérables parmi ceux-là que nous soutenons. Nous accompagnons donc les élèves orphelins à travers le parrainage, mais c'est véritablement un parrainage complet parce que nous faisons la dotation en kit scolaire et nous prenons en charge également donc les frais de scolarité. Mais il y a également une prise en charge sanitaire qui est prévue, mais actuellement, compte tenu donc des limites de nos moyens, nous nous en tenons pour le moment à la prise en charge donc des kits scolaires et des frais scolaires. Compassion envers la veuve et l'orphelin, un devoir pour tous est le thème choisi pour cette première édition par l'ONGM. Un thème qui interpelle et qui vise à attirer l'attention des autorités et la population, selon le président, pour plus de suivi et d'assistance à ces personnes. Le thème est intitulé « La compassion envers la veuve et l'orphelin, un devoir pour tous », pour effectivement donc interpeller non seulement les gouvernants et également donc l'ensemble donc de la population sur la nécessité de faire front commun, de s'organiser donc derrière les veuves et les orphelins pour leur épanouissement. Nous avons envoyé donc des équipes sur le terrain pour faire un recensement. Et le recensement effectivement donc est fait sur la base donc des critères donc de la vulnérabilité. C'est ceux-là effectivement qui sont les plus vulnérables, tant au niveau donc des orphelins qu'au niveau donc des veuves qui ont été donc sélectionnés. Pour les bénéficiaires, c'est naturellement une joie d'accueillir cette main tendue de l'ONGM. Pour eux, cela va contribuer effectivement à soulager un tant soit peu leur souffrance. Vous étiez là l'année dernière et encore cette année, dans le but de nous venir en aide. Nous apprécions la compassion et l'importance que vous avez pour nous. Dieu vous le rendra au centuple. Le directeur régional du genre et de la famille du centre a représenté la ministre du genre et de la famille, marraine de la cérémonie. Il apprécie le dévouement de l'ONG pour rendre heureux ses veuves et orphelins. Cette journée est célébrée également à Bobo-Dioulasso, selon l'ONGM.
Et nous touchons à l'actualité de la sous-région avec l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Les autorités maliennes veulent en effet une contrepartie, mais les négociations tentées sous l'égide du président togolais ont échoué. Et selon le spécialiste en relations internationales Oumarou Paul Kwalaga, le président malien a saisi cette affaire pour atteindre d'autres objectifs. Je vous propose d'écouter le spécialiste donc au micro de Mamétri Nakamabou. Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire sont de plus en plus tendues et les négociations pour la libération des soldats emprisonnés à Bamako se poursuivent. Le vendredi dernier, lors d'une rencontre avec le ministre nigérian des Affaires étrangères, le président malien, le colonel Assimi Goïta, a évoqué une nécessité de contrepartie en ce qui concerne la libération de ces soldats ivoiriens. Pour le spécialiste en relations internationales, Oumarou Paul Kwalaga, le président malien a saisi cette affaire pour atteindre d'autres objectifs. Selon toujours le spécialiste en relations internationales, obtenir le retour de ces deux personnalités politiques sur le sol malien pourrait rassurer les autorités maliennes. Il s'agit de l'ancien premier ministre malien, Boubou Cissé, et le fils du défunt Ibeka. Ces deux éléments représentent une grosse prise, je veux dire, dans l'escarcelle, si en tout cas les autorités maliennes accédaient justement à cet échange où, en contrepartie de la libération des soldats ivoiriens. Donc le mettre aujourd'hui sur la table de négociation, ça peut inverser, mais jusqu'à preuve du contraire, ça va être assez difficile. Comme dans toute négociation, il peut y avoir des concessions de part et d'autre pour qu'on aboutisse quelque part à des résultats satisfaisants de part et d'autre. 3 soldats sur un groupe de 49 militaires arrêtés et détenus au Mali ont été libérés le samedi 3 septembre dernier. Pour le spécialiste en relations internationales, c'est un pas vers la résolution de la crise. Aujourd'hui, on le sait très bien que les autorités maliennes sont un peu aussi dans la fébrilité. C'est pourquoi d'ailleurs, en disant que les autorités, les soldats ivoiriens avaient voulu déstabiliser, en réalité ce n'était pas ces soldats que les autorités maliennes visaient. Ils avaient plutôt peur de ces deux hommes politiques qui ont un certain nombre d'entrées et de carnets d'adresses qui pouvaient les renverser. Donc voilà que la vérité commence véritablement à être, être révélée. Et pour nous, nous ne sommes pas très surpris. Plusieurs médiations, dont celle du président togolais Faure Gnassingbé, sont en cours pour obtenir la libération des 46 autres soldats toujours emprisonnés. Pour Oumarou Paul Kwalaga, le président togolais est engagé à trouver un terrain d'entente entre les deux pays. Il y a de la bonne volonté, justement, de la part du médiateur. Il est engagé à trouver des solutions. Je pense que ça va se terminer, ça c'est mon analyse, par un dialogue direct. À un moment donné, il faudrait que les deux personnalités, je parle du président Goïta et du président Ouattara, puissent prendre langue et qu'ils arrivent ensemble à préserver, je veux dire, ce qu'il a comme intérêt, non seulement pour les deux États, mais pour les populations, en essayant de faire des concessions de part et d'autre, afin que cette médiation se termine sur une voie ou une issue heureuse. Pour sortir de cette crise qui dure depuis début juillet, le spécialiste en relations internationales, Oumarou Paul Kwalaga, suggère que les autorités de ces deux pays doivent regarder les impacts possibles et rechercher des solutions durables. Oui, donc l'idée c'est de faire en sorte que chacune des parties sorte sans frustration et que chacune des parties sorte sans avoir l'impression d'avoir été humiliée. Et c'est pourquoi les acteurs doivent regarder sereinement et envisager des solutions qui nous sortent de cette situation qui peut avoir des incidences sur les autres États de la région. Je parle notamment du Burkina. On peut comprendre pourquoi aujourd'hui il y a ces allers-retours aussi entre le Burkina et ces deux États. Certainement ces sujets ont été débattus. Cette affaire illustre les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Bamako accuse Abidjan d'avoir incité ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre les militaires maliens. Les sanctions ont finalement été levées début juillet.
Une question subsiste alors. Les autorités ivoiriennes accepteront-elles la proposition du colonel Assimi Goïta? Reportage donc signé Mami Triana Kamabou. Et puis pour terminer en Guinée, le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, porte plainte contre Mamadi Doumbouya. Le mouvement donc accuse le président de la transition de complicité d'homicide et de torture. Le FNDC dénonce en effet des exactions commises par les autorités à l'encontre de manifestants et reproche au gouvernement une gestion unilatérale de la transition. La justice française a été saisie. Une plainte visant le président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été déposée à Paris. Le chef de la junte est accusé de complicité de torture et d'homicide volontaire par le Front National de défense de la Constitution, mouvement dissous le mois dernier par le gouvernement de Conakry. Les plaignants dénoncent des exactions commises par les autorités à l'encontre de manifestants, reprochant au gouvernement une gestion unilatérale de la transition. Plusieurs rassemblements anti-junte se sont tenus entre fin juillet et mi-août, malgré une interdiction du pouvoir. Pendant cette période, le FNDC indique que 3 de leurs membres ont été tués par balle. Cette coalition, qui regroupe partis politiques, syndicats et membres de la société civile, a été initialement fondée pour empêcher un 3e mandat de l'ancien dirigeant Alpha Condé. Selon elle, l'absence d'indépendance des juridictions guinéennes ne permet pas de procès crédible et la justice française peut intervenir car Mamadi Doumbouya a aussi la nationalité française. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 7h30.